Deuxième catégorie de relations sont les relations entre le conseil d'administration et les dirigeants exécutifs. Un premier sujet d'importance, c'est la cohésion qui peut exister entre le conseil et la direction. Quand je dis cohésion, je ne veux pas dire complaisance, j'y reviendrai, mais il faut effectivement qu'il y ait une bonne fluidité, une bonne discussion entre le conseil et la direction. Si vous avez conflit entre le conseil et la direction, eh bien cela crée des difficultés au moment des prises de décision. Le sujet qui peut amener à ces tensions, et un sujet qui est aujourd'hui au cœur des travaux de gouvernance en matière académique, c'est la contribution du Conseil aux propositions de la direction. Et là, il y a un équilibre à trouver entre ce que peut proposer le Conseil et ce que propose la direction. Pour justement évoquer ces relations et ces discussions, je crois qu'il y a aujourd'hui un acteur clé dans le dispositif, ce qu'on appelle l'administrateur référent, qui va avoir en charge plus particulièrement les relations entre le Conseil et la direction. Alors, si on regarde d'abord les questions de cohésion entre le Conseil et la direction, il faut trouver un chemin praticable entre le maintien de l'indépendance du Conseil, qui doit pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, challenger le dirigeant, contester ses décisions, éventuellement le démettre de ses fonctions, et la cohésion. Je ne dis pas qu'être indépendant, c'est ne pas avoir à l'esprit la cohésion ou une opposition systématique. Je crois qu'il faut, là encore, pratiquer ces relations. C'est pour ça que quand vous avez des changements de gouvernance, un nouveau directeur général, un nouveau conseil ou un nouveau président de conseil, il y a toujours un temps de calage, un temps d'adaptation pour que les deux parties soient bien accordées. Donc j'insiste là-dessus. Un couple président de conseil, DG, c'est évidemment, je dirais, un gage qui fonctionne bien, un couple qui fonctionne bien, entre guillemets. C'est un gage d'efficacité de la gouvernance. Ensuite, je dirais que cette cohésion va se traduire aussi par une bonne fluidité des relations et des échanges d'informations. C'est absolument nécessaire. Il ne faut pas qu'un président de conseil découvre des éléments lors d'un conseil ou lors d'une AG. Donc, il faut une bonne coordination. Il faut, je dirais, globalement, un partage de vues sur les grands objectifs et les grandes orientations de l'entreprise. Et enfin, je crois que toute la subtilité, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre cohésion et indépendance du Conseil. C'est difficile à expliquer sans doute, mais quand on vit au sein de structures de gouvernance, quand vous êtes membre de conseil d'administration ou quand vous êtes au contraire dans des fonctions opérationnelles, vous sentez bien qu'il faut que vous trouviez un équilibre. Alors on ne va pas l'écrire, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de choses écrites, c'est plutôt vraiment des relations humaines là, dont il s'agit entre les présidents et les directeurs généraux de ces institutions. On reviendra aussi sur la question d'un seul président directeur général ou de deux personnes. Évidemment, le sujet de l'équilibre et de la dualité de la gouvernance est un sujet important. Alors, si on continue sur les questions des relations entre les conseils et les dirigeants exécutifs, un des gros débats que j'ai déjà évoqué, sur lequel je vais un peu plus insister, c'est la contribution du conseil aux propositions de la direction. Alors là, d'abord, la première question, c'est de voir un petit peu cette diversité. Il existe une très grande diversité selon les formes de gouvernance retenues, selon les compétences des administrateurs et selon la capacité des dirigeants à se faire challenger. D'abord, effectivement, déjà, entre un conseil d'administration et un directeur général et un conseil de surveillance et un directoire, l'interaction et les contributions sont très différentes. Souvent, on s'aperçoit qu'un CA est beaucoup plus contributif, voire, certains diront, intrusif, qu'un conseil de surveillance. J'évoquais ça par rapport à leurs attributions. Je dirais donc qu'il y a une raison légale d'abord au degré d'intervention. Mais on s'aperçoit aussi que les conseils de surveillance sont de plus en plus, pas seulement dans la surveillance, mais de plus en plus dans l'orientation. D'ailleurs, certaines structures parlent de conseils d'orientation et de surveillance, les COS, et plus simplement de conseils de surveillance. Deuxième facteur, évidemment, la compétence des administrateurs. Si les administrateurs ne sont pas compétents sur les métiers de l'entreprise, sur le pilotage d'une entreprise, sur la compréhension des comptes, évidemment qu'ils ne pourront pas être intrusifs. Ou alors ils seront intrusifs, mais de manière extrêmement négative, puisqu'ils n'auront pas la compétence pour faire des propositions de bonne qualité et crédibles par les dirigeants. Donc aujourd'hui, on assiste, on y reviendra là encore, à une volonté par la loi et par décision des entreprises elles-mêmes d'ailleurs,
de renforcer la compétence des administrateurs pour que réellement ils puissent contribuer davantage au contrôle d'abord, mais aussi à la proposition, à des propositions intelligentes au moment de la prise de certaines décisions. Et enfin, un troisième sujet ici, c'est la capacité des dirigeants à se faire challenger. Très clairement, les dirigeants, parfois, n'entendent pas, n'écoutent pas, sont sûrs de leurs faits, sont sûrs d'avoir les meilleures idées et n'ont pas la culture pour se faire challenger. Alors, je pense que c'est de moins en moins le cas dans les plus grandes entreprises. Je pense que c'est encore le cas dans les petites entreprises où souvent le dirigeant considère qu'il possède la vérité absolue. Et ça, c'est une erreur majeure de mon point de vue. On peut faire 10, 15 ans, 20 ans à vivre dans ces conditions-là, mais un jour, eh bien, on se trompe. Et on se trompe parce qu'on a été tout seul à prendre les décisions et qu'on avait mis en place un conseil incapable de venir vous challenger. Donc là, évidemment, il faut que, là aussi, les dirigeants évoluent et dans cette capacité à se faire challenger. Alors après, il y a des sujets où naturellement les conseils ont une contribution forte, où ils doivent en tout cas avoir une contribution forte. C'est sur les questions de responsabilité sociale, je l'avais évoqué déjà, et sur les questions de gestion des risques, dont j'y reviendrai un peu plus tard dans les développements. Là, par contre, ce sont des sujets, j'allais dire, régaliens pratiquement, des conseils, et ils doivent être très très actifs là-dessus, et vérifier que les politiques RSE et les pratiques de gestion de risque sont bien à niveau dans leur organisation. Et enfin, je voulais souligner quand même une tendance très claire sur le renforcement de l'intervention de certains conseils dans des décisions de management, dans des décisions de politique salariale globale de l'entreprise qui touchent des salariés de niveau très inférieur à la direction générale. Et là, on constate, c'est actuel, c'est un sujet de débat actuel entre les experts de la gouvernance, de est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose que les conseils soient trop intrusifs? Voilà, pour ma part, je n'ai pas de jugement définitif là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment une réflexion à avoir parce que on pourrait se retrouver dans la situation où le dirigeant, finalement, accepte de suivre ce que dit le conseil, et ce serait le conseil, finalement, qui amènerait l'entreprise dans des difficultés et pas forcément le manager. Donc on arrive à une certaine confusion aujourd'hui, parfois des genres. En tout cas, c'est un point qu'il faut surveiller. Toujours dans ces questions de contribution du conseil aux propositions de la direction, c'est un petit peu ce que je viens d'évoquer, à savoir le risque que ça peut occasionner de voir un conseil de plus en plus intrusif. Et là, à nouveau, ça va être aussi du ressort du dirigeant. Quand je dis que le dirigeant doit accepter de se faire challenger, donc par rapport à une situation où véritablement il ne le faisait pas, ou il le faisait très peu, il doit évoluer vers une situation où il accepte de se faire challenger, mais à un moment donné aussi, il doit dire, et cela sera noté dans les comptes rendus des travaux du Conseil, où il doit dire que lui, il n'est pas vraiment d'accord avec les propositions qui sont avancées. Donc là, on doit, je dirais, essayer de limiter ce risque au maximum. Mais je crois aussi qu'il faut remplir une condition pour rentrer dans ces discussions et ces débats, c'est que le Conseil possède collectivement une expertise pour contribuer positivement aux propositions de la direction. Voilà, donc je pense qu'à nouveau, c'est un équilibre subtil à trouver, qu'il est difficile de présenter dans des livres ou dans des cours, mais vous comprenez que le sujet, c'est vraiment le sujet d'un équilibre entre du challenging de la part des conseils, mais une capacité du dirigeant à avoir un débat, je dirais aussi une réaction éclairée par rapport à ces propositions. Et l'idéal, évidemment, c'est suite à tous ces débats, d'arriver à un consensus entre la direction générale et le conseil sur les propositions qui vont être faites à l'AG ou sur des décisions qui sont prises au niveau des conseils. Si maintenant on en vient à un acteur qui a pour moi un rôle déterminant dans cette fluidité et dans cet équilibre, c'est celui de l'administrateur référent, qui est un acteur clé des relations conseil-direction. On le voit d'ailleurs dans le cas de Renault, il y a un administrateur référent qui a ce rôle-là. Insistons un petit peu sur ce rôle. Quel est justement son travail et comment il peut aider à trouver cette cohésion et cet équilibre entre les différents niveaux de décision. D'abord, il est nommé par le Conseil lui-même, parmi les administrateurs qualifiés d'indépendants. On reviendra là aussi un peu plus tard sur ce qu'est un administrateur indépendant. Donc, c'est un certain administrateur qui a un fort degré d'indépendance par rapport à la direction générale, et il est choisi par le Conseil. C'est le Conseil qui va le nommer. Et son rôle est, je dirais, multiple. Ses rôles sont multiples. Il va d'abord conseiller le président du Conseil
et le président de chacun des comités. Donc tous ceux qui ont des responsabilités dans le conseil vont discuter avec lui. Il va d'ailleurs veiller à ce que les administrateurs soient en mesure d'exercer réellement leur mission, vraiment dans les meilleures conditions. On va voir aussi, il va surveiller que ces administrateurs et tous les membres du conseil possèdent un bon niveau d'information en amont des réunions. C'est vraiment le point de contact privilégié avec les autres administrateurs indépendants. Donc il va vraiment surveiller à ce que les administrateurs dits indépendants le soient réellement, et donc du coup il veille à ce que le conseil soit relativement indépendant dans sa prise de décision. Donc il assure un certain nombre de missions, il va se prononcer sur l'ordre du jour des conseils. Donc voilà, donc c'est vraiment... alors, ce n'est pas un vice-président, certains parfois confondent son rôle avec un vice-président du Conseil, ce n'est pas un vice-président, c'est vraiment un administrateur, je dirais presque un petit peu le contradicteur interne au Conseil, et pratiquement aussi on peut parler d'un certain contre-pouvoir vis-à-vis du président de ce Conseil.